Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous avons le plaisir aujourd'hui, dans Expression, de vous parler de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Et pour ce, je reçois ici Monsieur Alain-Georges Banasoubek, professeur de lettres. Monsieur Alain-Georges, bonsoir. Bonsoir Paul. Dans cette aventure, j'ai le plaisir d'être accompagné de Ousmane Diouf. Ousmane, bonsoir. Bonsoir Paul. Puis ensuite de Innocente Courant. Innocente, bonsoir. Bonsoir Paul. Alors, l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, avant de parler de l'aventure ambiguë, je voudrais que vous suiviez cette petite présentation que Innocente va nous faire. Cheikh Hamidou Kane est né en 1828 à Matam, ville du nord du Sénégal. Il est issu d'une famille princière de la communauté tout couleur des Djalonké, communauté fortement islamisée. Cheikh Hamidou Kane fréquente l'école coranique avant d'entrer à l'école des fils de chef de Saint-Louis. Après des études secondaires à Dakar, il est bachelier et va à Paris poursuivre des études de philosophie et de droit. Il vit à Paris un profond dépaysement qui lui inspirera l'aventure ambiguë. Diplômé de l'École nationale d'administration de la France d'outre-mer, il rentre au Sénégal, occupe différents postes administratifs et politiques. Le roman L'aventure ambiguë a été publié en 1961. Cheikh Hamidou Kane a reçu pour ce roman le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Merci Innocent. Alain-Georges, l'aventure ambiguë. Pourquoi l'aventure ambiguë, ce titre? Bien, alors, lorsqu'on prend ce roman, on s'intéresse d'abord au paratexte. Et parmi les éléments paratextuels, nous avons le titre du roman. L'aventure ambiguë, on dira que c'est un groupe nominal constitué d'un déterminant, d'un nom et d'un adjectif qualificatif épithète. Alors, on peut prendre d'abord l'aventure. Qu'est-ce que c'est l'aventure? L'aventure, on va dire que c'est une entreprise à issue incertaine. Et ensuite, nous avons le mot ambigu, qui est, il faut le dire, déjà, si je peux emprunter à la théorie platonicienne du cratilisme, lorsqu'il parle du cratilisme, c'est-à-dire que il veut démontrer qu'il y a des mots de la langue française dont l'orthographe suggère déjà leur sens. C'est le cas du mot ambigu ici, qui s'écrit avec ce tréma sur le E. Donc, on va dire que l'orthographe du mot est déjà ambigu, ça suggère déjà le sens. Donc, ambigu veut dire quelque chose d'assez compliqué, quelque chose de difficile à cerner, quelque chose de complexe. Alors, ce qui revient à dire que le titre veut dire ça veut dire une aventure, le récit, ou alors l'histoire, une histoire qui va se terminer de manière assez compliquée, assez complexe. Et de manière générale, le titre suggère déjà une aventure foireuse, suggère déjà le récit lié à un personnage qui se lance dans une entreprise et donc la fin est compliquée, pour ne pas dire que la fin sera pour ainsi dire fatale ou tragique. Donc le titre, pour nous résumer, le titre Aventure ambiguë nous installe déjà, nous montre déjà que c'est une histoire qui ne va pas se terminer de manière positive, qui est une histoire qui se terminera de manière fatale, de manière négative. Et il faut dire que le titre épouse les contours de l'œuvre. Le titre est à l'image même du contenu du roman. Très bien Alain, merci. Chers téléspectateurs, nous avons eu l'opportunité de nous rendre à Dakar et de rencontrer le maître Cheikh Hamidou Kane. Et à ce sujet, nous lui avons posé une question. Innocente? Ma question est la suivante. Dans l'histoire de l'Afrique, y avait-il aussi d'autres grandes royales? La grande royale n'était pas une exception dans la société africaine. La culture africaine a une considération, la considération la plus grande, le respect le plus élevé pour la femme africaine. Dans un texte ancien, oral, important, qui date du XIIIe siècle, qui s'appelle la charte du Mandé, la charte de Kouroukan-Fougan, qui a été reconstituée, gardée par les griots de cette région ouest-africaine, et reconstituée
est écrite maintenant, appelle la charte de Kouroukan-Fougan. Il est dit, entre autres, les femmes sont nos mères et nos sœurs. De ce fait, elles ont droit à notre respect et à notre obéissance. Ça, c'est un des articles de la charte de Kouroukan-Fougan ou charte du Mandé. Et c'est une conviction, une caractéristique de la culture africaine traditionnelle dans le monde noir, partout sur le continent, avant l'invasion étrangère. C'est lorsque les Occidentaux sont venus et qu'ils ont voulu comparer notre manière de nous comporter vis-à-vis de la femme en Afrique avec leur manière de se comporter vis-à-vis de la femme chez eux, qu'ils ont déduit de cela que nous ne respections pas les femmes. Simplement, la femme africaine ne se considérait pas comme la rivale de l'homme africain. L'homme africain ne se considérait pas comme le maître supérieur à la femme africaine. Il y avait une espèce de division des tâches, grâce à laquelle, à égalité, chacun occupait sa place et jouait son rôle. Les femmes africaines intervenaient dans les décisions concernant l'éducation de leurs enfants. Ils intervenaient à côté de leurs époux, elles intervenaient à côté de leurs époux, aux côtés de l'éducation de leurs enfants. Décider de ce qui était bien, aider l'enfant à adhérer aux valeurs de la société, au même titre, la femme, au même titre que l'homme. Mais, par exemple, tandis que l'homme avait pour responsabilité d'être sévère, de punir éventuellement, elle assistait dans cette sévérité, dans cette punition de l'enfant, mais elle atténuait cela. Mais elle ne rivalisait pas avec son mari quant au rôle à avoir l'un et l'autre vis-à-vis de l'enfant. C'était des rôles complémentaires. J'ai connu dans mon enfance, et jusqu'à présent, des femmes en société alpulaar, et même dans les sociétés wolof que j'ai connues plus tard, des femmes qui avaient le respect, l'admiration et l'autorité que j'ai décrite chez la Grande Royale, dans leur milieu d'origine. Je ne parle même pas des souveraines et des guerrières du Waalo, mais, par exemple, je rappelle le souvenir que notre société sénégalaise a gardé du rôle joué par les mères des guides religieux connus dans le pays et dans l'Ouest africain. La mère de El Hadji Omar, la mère de Amadou Bamba,
la mère El Hadj Malick Sy. Ce sont des dames connues dans ce pays pour le rôle qu'elles ont joué auprès de leurs époux dans la mise au monde de ces personnalités religieuses de premier plan. Et la société sénégalaise pense que c'est parce qu'elles avaient cette qualité, ces vertus, qu'elles ont mis au monde des personnes qui sont devenues des leaders que les hommes reconnaissent. Chers téléspectateurs, vous venez d'entendre, de voir Cheikh Hamidou Kane à Dakar. Diouf, tu as une question, je crois, à ce sujet. Alain, la mort de Samba Diallo, est-ce qu'on peut dire que c'est le symbole d'une impossible réconciliation entre ces deux mondes? La mort de Samba Diallo, il faut le dire, l'histoire de Samba Diallo est l'histoire, tout à l'heure, Innocente essayait de rappeler l'itinéraire de l'auteur. Je pense que l'auteur, ici, nous donne véritablement une image et nous retrace en fait le parcours qui a été le sien à travers le personnage principal, à savoir qu'il a d'abord connu l'école coranique. C'est une double éducation, elle est à la fois coranique et puis elle est moderne, c'est-à-dire l'école nouvelle. Alors, Samba Diallo, la mort de Samba Diallo est, il faut le dire, à mon avis, il découle d'une situation un peu tragique qui était la sienne. Parce qu'il a été envoyé en Occident, poussé par la Grande Royale, on le sait, poussé par la Grande Royale pour aller, selon l'expression même du roman, c'est une expression assez typique, et qui revient tout au long et qui signifie justement aller acquérir le savoir, aller à l'école du blanc, pour parler trivialement, pour acquérir ce savoir et ce savoir-faire, et venir se mettre au service de la communauté dialobé. Alors, donc, l'art de lier le bois au bois, c'est bien ça, cette expression. Alors, lorsque Samba Diallo se lance dans cette aventure à l'école occidentale, il arrive à Paris, il connaît un dépaysement, il arrive à Paris, il se rend compte que l'environnement ne lui est pas favorable. C'est-à-dire ce qu'il avait connu, il y a un passage clé qu'on étudie toujours avec les élèves, où il parle il dit, je suis devenu un instrument de musique mort, je suis devenu un balafon crevé. En fait, Samba Diallo est dans un monde occidental qui ne comprend pas et qui l'ignore, simplement parce que c'est un monde fait, le monde occidental est fait des valeurs qui sont très différentes de nous. Il y a absence de solidarité, il y a un certain nombre de choses qui tournent autour de la négation même de la foi. Il y a des choses qui tournent autour de la solitude, c'est-à-dire qu'il isole tout Africain authentique, qu'il éloigne de son africanité. Et donc Samba Diallo est victime de cela. Et dès cet instant, il se trouve écartelé entre deux mondes, entre deux réalités. Entre les réalités de l'Afrique, du pays dialobé, qu'il regrette amèrement, parce qu'il dit justement dans le passage qu'il regrette son enfance. Dit-il, au pays dialobé, je vivais, tout vivait autour de moi, mais ici, en parlant de l'Occident, il dit, je ne vis plus ma mort. Tout semble m'éloigner de la mort. Il dit, on dirait quelque chose, un sentiment desséché. Donc, il traduit là amèrement ce qu'un Africain peut ressentir dans un contexte où il se sent véritablement étranger et étrange par rapport à tout ce qui l'entoure. Donc, c'est cet environnement qui, ma foi, amène Samba Diallo à vivre un drame. Et ce drame va justement l'installer dans ce qu'on peut appeler une sorte d'hybridisme. Il va devenir un personnage hybride, il va devenir un personnage qui est écartelé entre la culture occidentale et la culture africaine. Un monstre hybride. Un monstre hybride. Il va d'ailleurs interrompre ses études et puis il retournera au pays dialobé, d'où il va trouver la mort, assassiné par le fou. Donc je pense que justement cette mort-là traduit justement l'impossible conciliation entre les deux cultures africaines et occidentales. Et nous savons tous que la culture africaine, c'est une culture, celle du pays dialobé, était une culture repliée sur elle-même, dans le respect des valeurs, et surtout des valeurs relatives à la foi. Tandis que la civilisation occidentale, elle est basée sur la science, elle est basée sur des valeurs comme le travail, elle est basée sur un ensemble de choses qui nous éloignent vraiment de l'Afrique authentique. Donc, la mort de Samba Diallo, c'est, pour ainsi dire, cette impossible conciliation entre les deux. Mais ce n'est pourtant pas le message de l'auteur, parce que l'auteur, lui, il estime plutôt que
quand on vit dans un monde, on doit être. Il dit, il y a une expression qui m'intéresse dans le roman, il dit, l'ère des destinées singulières est révolue. Qui veut vivre doit se compromettre. Alors, et en cela, il interpellait les lecteurs pour que tout Africain puisse faire c'est-à-dire ce savant mélange, ce savant dosage entre les valeurs africaines et les valeurs occidentales, et faire de nous ce que Léopold Sédar Senghor appelait le citoyen de l'universel. Oui, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les Africains en général ont réussi à faire à créer cette harmonie entre la civilisation occidentale et la civilisation africaine par rapport à la fusion des deux cultures? Est-ce qu'ils ont réussi? La synthèse des deux cultures prônée par beaucoup d'auteurs, notamment Léopold Sédar Senghor, qui pour moi est le chantre, qui dans sa négritude se présente et dit bien, postule bien le métissage culturel. Et nous le sommes tous en réalité. Il faut le dire, la plupart des Africains aujourd'hui, nous sommes à cheval entre les deux, entre la culture africaine. Si tu dis que nous sommes à cheval entre les deux, ça veut dire que la greffe n'a pas pris. Non, en fait, c'est ce que les auteurs postulent. Parce que ce qu'il faut dire, c'est quoi? Quand Léopold Sédar Senghor dit que l'Africain, c'est d'abord le retour aux sources, c'est un mouvement dialectique. Il y a un retour aux sources, en même temps, il y a l'ouverture. Et je pense qu'aujourd'hui, en bon Africain, parce que ce qu'on reproche, et je crois que c'est également le message de l'auteur à partir de la mort de Samba Diallo, c'est de reprocher aux jeunes intellectuels africains, aux jeunes Africains, justement, d'éviter, à mon avis, ce que je peux appeler cette occidentalisation aveugle. Et on doit éviter d'embrasser les valeurs occidentales de manière aveugle, sans discernement, et rejeter entièrement nos valeurs africaines. Et tu n'as pas répondu à ma question. Dans ce cas, ça pose le problème de l'aliénation culturelle. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Je te demande si aujourd'hui, par rapport au constat, d'accord, est-ce que ça a fonctionné? Oui ou non? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Ça a fonctionné. Ah, d'accord. Voilà pourquoi je dis que nous sommes aujourd'hui, nous qui sommes aujourd'hui des Africains, nous avons été à l'école moderne, nous sommes des produits de l'école européenne, l'école occidentale, mais nous faisons cet effort-là de faire la synthèse des valeurs africaines et des valeurs occidentales. Et l'Africain, voilà pourquoi je dis, l'Africain qui ne fait pas cette synthèse, immédiatement est voué et risque certainement de connaître, peut-être pas le même sort que Samba Diallo, mais en tout cas, il sera victime de l'aliénation culturelle qu'on peut décrire aujourd'hui sur toutes les latitudes. Le bon Africain est celui qui respecte les valeurs africaines, il est à pied dans les traditions, mais également, nous sommes dans un monde en pleine mutation, dans le concept de la mondialisation. Exactement. Je pense que l'Africain doit pouvoir s'intégrer, doit être un citoyen du monde. Et en étant citoyen du monde, on doit garder les valeurs qui nous sont chères, les valeurs africaines. Et parmi ces valeurs africaines, il y en a assez, notamment les langues. Aujourd'hui, si on a un jeune qui, par exemple, qui est francisé même à outrance, et qui ne peut pas parler un seul, qui a du mal à s'exprimer dans nos langues vernaculaires. Voilà ce que j'appelle une sorte d'aliénation culturelle. Voilà un des aspects. Donc, bon Africain aujourd'hui, on doit apprendre la langue du colon, la langue française, parce que c'est une langue d'emprunt, mais maîtriser également nos plans. Tu vas m'excuser par rapport toujours je reviens aux mots, je fais attention aux mots, et par rapport à cela, moi je ne dirais pas langue vernaculaire. Vernaculaire, je dirais langue nationale. Bon, est-ce qu'on peut adopter, on va adopter le mot langue nationale pour parler de nos langues traditionnelles, et voilà. Vous savez, on a également parlé de la négritude. Nègre, on l'a utilisé pour parler des valeurs culturelles du monde noir. C'est la négritude, puisqu'on parlait que tout le temps je fais référence à Léopold Sédar Senghor. Et même dans le roman, si dégradant que ça. C'est-à-dire à utiliser un mot nègre, on a donné à ce mot-là une charge positive, la négritude. La négritude, qui est à mon avis quelque chose de... Quoique vernaculaire. Voilà, alors il faudra faire ce même travail sur le mot vernaculaire, ce qui n'est pas encore le cas. D'accord. Bon, on peut estimer que vernaculaire est péjoratif peut-être par rapport à national, mais c'est une façon de voir les choses aussi. Bon, vous voyez, c'est des mots français qu'on manipule souvent avec... il faut les manipuler avec beaucoup de délicatesse et quelquefois aussi éviter de choquer un peu les susceptibilités. Alors, je dis ceci, dans ce roman, le message de l'auteur est clair. Il y a des passages qui montrent que Cheikh Hamidou Kane, comme les autres, comme les grands auteurs africains, je parlais de Léopold Sédar Senghor, ils ont voulu montrer qu'en fait, toute société
ne doit pas vivre en autarcie. Ça, c'est important. Quand il dit qui veut vivre doit se compromettre. Mais nous sommes dans un monde, voilà pourquoi je disais, comment un Africain dans un contexte de mondialisation peut-il rester enfermé dans sa bulle? Ce n'est pas possible, on ne peut pas vivre en autarcie. On doit s'ouvrir. Mais cependant, en s'ouvrant, on doit éviter, de s'aliéner. Et, à mon avis, c'est ça le message. Et le message fort ici dans le contexte de ce roman. Et pour reprendre Alain, je pense qu'il a parfaitement raison parce que même dans le roman, il y a un personnage, on dit souvent que c'est lui qui incarne véritablement la pensée de Cheikh Hamidou Kane, c'est le père de Samba, c'est-à-dire le chevalier. Le chevalier. C'est-à-dire qu'il a réussi à allier les deux de manière intelligente. Donc c'est un homme profondément ancré dans sa tradition, dans la foi islamique, et en même temps, il est vraiment ouvert. Il est ouvert et il le fait de manière intelligente. Bon, contrairement à son fils qui n'a pas réussi à allier les deux. Tout à fait. Et ça nous replonge dans le débat de l'école, parce que le peuple dialobé dans cette œuvre, c'est également un passage au discours de la Grande Royale. C'est un cheveu rhétorique qu'on enseigne aux élèves. Quand on lit ce passage, alors il y a vraiment, je peux dire que, à mon avis, Cheikh Hamidou Kane, il a mis tout son génie pour faire parler une femme et qui tenait un discours en respectant les règles de la rhétorique. Ce qu'elle dit est extrêmement riche et pertinent. Si Cheikh Hamidou Kane fait parler une femme, c'est justement parce que cette femme avait sa place dans cette société. Et c'est très loin des clichés occidentaux qui veulent que la femme africaine traditionnelle n'ait pas assez d'intelligence pour s'exprimer, assez d'intelligence pour participer à la vie sociale, à la vie politique, à la vie intellectuelle. C'est complètement erroné de penser que les femmes traditionnelles africaines n'avaient pas les moyens intellectuels de réagir par rapport à leur société en général. Et justement, la Grande Royale, c'est cette femme qu'on retrouve partout en Afrique. Et cette femme qui est la mère, cette femme qui est la sœur, cette femme qui est l'épouse, n'est-ce pas, de cet homme qui a ce pouvoir, quel qu'il soit, et qui, à la droite du personnage du chef de Dialobé, doit prendre ses marques et s'exprimer. Puisqu'elle est mère, je pense qu'elle a plus de possibilités de s'adresser à son peuple. Mais c'était une exception. C'est une exception. Samba Diallo, c'était une exception. Et ce que je dois dire, c'est quoi? La Grande Royale, est-ce que ce n'était pas une exception en Afrique? C'est une exception qui peut... En Afrique? Non. Non, en Afrique, dans le contexte, parce que l'œuvre est publiée... Non, je ne pense pas. L'œuvre est publiée en 1961. On va dire que nous sommes à l'aube. Nous sommes encore à l'aube des indépendances. Pas du tout. Non, écoutez, je veux vous rejoindre. Laissez-le terminer, après... Ce que je vais dire, c'est quoi? Je vais dire ceci. Des femmes comme la Grande Royale, il y en a eu. On a connu des Amazones, il y a eu des femmes charismatiques. Même si, dans nos traditions étaient un peu machistes ou phallocrates. C'est-à-dire que la femme n'avait pas, pour ainsi dire, voix au chapitre. Elle était délaissée et puis on ne lui donnait pas... C'est un cliché, nous sommes tous d'accord. C'est un cliché occidental, hein? Ça n'a rien à voir avec la réalité. Non, c'est même africain. Pas du tout. C'est même africain. Alors, mais moi je dis ceci. Si Cheikh Hamidou Kane a fait de la Grande Royale un personnage de premier plan dans ce roman, ça traduit la volonté de l'auteur de... Et moi, je peux dire qu'il a été, pour ainsi dire, ce qu'on peut appeler comme une sorte de... Il a été avant-gardiste, c'est-à-dire qu'il a été un peu comme une sorte de... On va dire quoi? Il a fait preuve de volonté de magnifier, de déifier la femme. Il a très vite compris que dans cette Afrique, la femme pouvait jouer. Ça n'a rien à voir avec une histoire de déification. Je pense parce que dans le contexte, des années 60, il était quand même difficile qu'une femme puisse prendre la parole. Mais non, justement. Parce que l'aventure ambiguë, c'est un roman réaliste. C'est exactement ce qui se passe dans la réalité. Parce que justement, cette femme, Cheikh Hamidou Kane appartient au pays des Dialobé. Il appartient à la communauté Pulaar, à la société Pulaar, à la culture Pulaar. Mais cette femme, on la retrouve aussi dans les autres sociétés. On la retrouve dans la culture Wolof, par exemple. Chez les Wolof, elle s'appelait la Linguère. La Linguère, c'est cette femme qui était soit la sœur, soit l'épouse, soit la mère du roi, et qui avait un pouvoir politique qui, stratégiquement, dépassait, n'est-ce pas, celui du roi
ou celui... Non, ce n'est Innocent, pas une dans exception. Il y en le avait contexte. peut-être aussi chez les Alors, pour Sérères. prendre une fini, décision, attendez, attendez, je n'ai pour pas prendre fini. une décision aussi importante qui engage au destin de toute une communauté. Regardez le contexte. Elle réunit et les femmes et les hommes. Et justement, dans son discours, elle dit ceci. Elle dit au peuple dialobé, j'ai fait une chose qui n'est pas dans nos habitudes, en faisant venir des femmes. Mais de plus en plus, nous aurons à faire des choses qui sont contraires Oui, ça ne veut pas dire à nos traditions. Ça ne veut pas dire que... Alors, non, ce que je veux dire, c'est quoi? La nécessité. Je veux voir le contexte. Voilà une société, et je le dis aux élèves, que Cheikh Hamidou Kane, à travers l'aventure ambiguë, retrace un pan de l'histoire des sociétés africaines. C'est-à-dire que quand les sociétés africaines se sont senties confrontées à l'invasion de la culture occidentale, alors, c'est le cas ici. Il faut prendre une décision s'il faut envoyer les enfants à l'école nouvelle ou pas. Oui, et dans ce contexte, est-ce qu'on pouvait imaginer qu'une femme puisse prendre l'Afrique des années 60? Mais est-ce que c'est dans toutes les sociétés? Oui, mais Innocent, dans la tradition, toi tu parles de la tradition sénégalaise. Je parle de la tradition sénégalaise. Oui, mais lui, il parle d'autres choses. Alors, il ne faut pas dire qu'il est en train de... Cheikh Hamidou Kane est en train de magnifier la femme. Mais on a des lectures croisées, c'est ce que lui, il ressent. Puisqu'il donne une image très positive de la femme. Mais cette image positive, elle existe. C'est-à-dire une femme clairvoyante, c'est un roman une femme charismatique. Et il a d'ailleurs dit, moi je l'ai suivi dans une de ses interviews à RFI, il disait que la Grande Royale, c'est une de ses tantes. Mais oui, mais justement. Moi je l'ai suivi. Mais justement, c'est la vérité. Oui, mais justement, moi je voulais, par rapport au roman, si on s'en limite au roman, il faut se rappeler ça aussi. Hein. La Grande Royale, c'est la sœur du chef des Dialobé. Elle est chef. Bien sûr. Donc, si vous voyez que c'est possible, hein, qu'elle arrive à réunir tout le monde et à parler, on dit souvent que si Samba Diallo est parti à l'école, c'est grâce à elle. C'est elle qui l'a envoyé à l'école. C'est parce qu'elle est sœur de chef. Elle est aussi chef. Et c'est ça qui lui donne ce pouvoir-là. Mais maintenant, est-ce que, la question qu'il faut se poser, est-ce que les autres femmes font de même? Est-ce qu'elles ont droit à la parole publique? Est-ce qu'elles auraient pu? Est-ce qu'elles auraient pu? Et vous voyez que la femme, plutôt la mère de Samba Diallo, dans tout ça, elle n'a pratiquement pas joué de rôle. Hein. Elle n'a pas joué quoi. Est-ce que son fils va aller à l'école ou non? Bon, elle, pratiquement, elle était à l'arrière-plan. Hein? Complètement effacée. Parce que, comparée à la Grande Royale, elle n'est pas chef. Elle n'est pas sœur de chef. Elle ne fait pas partie de la noblesse. Donc, ce n'est pas n'importe quelle femme qui a ce pouvoir-là. Bon. Et je pense qu'il ne faut pas généraliser. Est-ce qu'on peut prendre d'autres cas de femmes, comme elle a parlé de la Linguère dans la société Wolof? Est-ce qu'il y en a d'autres? Mais dans la société Diola, tout le monde connaît Aline Sitoé Diatta. C'est une femme qui a été... Voilà, tout le monde ne connaît pas. C'est l'occasion de faire connaître. Oui, alors Aline Sitoé Diatta, c'est une femme qui a combattu le colonisateur. C'est une résistante à la colonisation. Elle a payé de sa vie sa résistance, n'est-ce pas? La force qu'elle a choisie, la force qu'elle a choisie, elle l'a mise au service, n'est-ce pas, de bouter le colonisateur dehors. Justement, et cette femme, elle n'est pas unique au Sénégal. Il y a plusieurs civilisations au Sénégal, plusieurs cultures, et dans chaque civilisation, on a noté 3, n'est-ce pas? Dans chaque civilisation, on peut prendre comme exemple une femme qui a été leader. Et si une femme est leader parce qu'elle est chef, parce qu'elle est noble, mais d'autres femmes sont leaders dans leur foyer, d'autres femmes sont leaders dans leur communauté. C'est pas que ailleurs en Afrique, les femmes n'ont pas droit à la parole, qu'on pense que partout c'est pareil. L'Afrique, elle est plurielle. Autant elle est plurielle, autant les cultures sont plurielles, autant chez certaines femmes, on voit des femmes qui dirigent, des femmes qui sont puissante sur le plan politique, sur le plan social. Ben, ça a beaucoup évolué. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du modernisme et tout le monde commence à comprendre que la femme a les mêmes capacités. Moi, je parle de la tradition. Ça n'a rien à voir avec le modernisme. Ce sont des exceptions. Ce sont des exceptions qui confirment la règle. Mais vraiment, de manière générale, il faut qu'on se dise que nos traditions étaient machistes. Ça, il faut qu'on se le dise. Pour qu'une femme prenne la parole devant une assemblée et à la fin de son discours, elle dit « Qui veut prendre la parole ?» Personne. Personne n'ose. On pose souvent cette question. Est-ce qu'on ne lui répond pas? Est-ce que parce qu'elle s'est montrée persuasive ou c'est parce qu'elle est charismatique au point qu'on a peur de défier son autorité? Qu'est-ce qu'on dit dans le roman? Je dis vraiment, l'Afrique des années 60, c'est elle qu'on craignait plus que son frère. On la craignait elle plus que son frère. C'est ce qu'il semble dire. Est-ce que c'est parce qu'il y a des craintes par rapport à son charisme?
Voilà pourquoi les autres n'ont pas osé prendre la parole. C'est peut-être ça qu'il est en train d'expliquer. Mais peut-être parce que son discours était délibératif. Il n'y avait plus rien à dire. C'était tellement bien argumenté qu'on ne pouvait plus répondre. C'est pas parce qu'on ne peut pas. Justement. Le statut et les chefs. Bon. Il y a le statut. Il y a aussi le statut. Et bon, peut-être c'est à moindre degré, mais Camara il faisait une réflexion pareille aussi par rapport à sa mère. Souvent, on a l'habitude de dire en Afrique que la femme, elle ne joue pas un rôle important, elle n'est pas au premier plan, mais elle, sa mère, quand même, elle ne se laissait pas faire. Et que, au-delà du fait que, bon, par exemple, quand on terminait de manger, tout le monde remerciait le père, tout le monde remerciait le père, mais en réalité, c'est elle qui dirigeait la maison. Elle avait des pouvoirs, elle avait d'autres pouvoirs. La femme aussi. a le pouvoir, on le sait. Mais c'est contradictoire que de dire que la femme elle a le pouvoir et en même temps on affirme que dans l'Afrique traditionnelle les femmes n'avaient pas à s'exprimer. Dans ce contexte-là, dans les foyers, c'était clair que la femme, ce rôle était dévolu à la femme. Probablement dans toute l'Afrique, ces cas-là semblent être des exceptions. C'est ce que je dis. Peut-être que chez les Zoulous, enfin, est-ce que vous n'avez pas d'exemple de femmes qui étaient des femmes célèbres, charismatiques, etc. Bon, on a connu en Afrique du Sud Winnie Mandela, par exemple. Bon, elle a essayé, lorsque son mari était incarcéré, de jouer plus ou moins un rôle de premier plan comme ça. Je pense que nous ne sommes pas dans le même contexte. Temporel. Je pense que voilà. Moi, je parle par rapport à la tradition avant l'avènement du colonisateur. Et toi, tu parles de tout ce qui est après la colonisation, tout ce qui vient après 1960. Moi, je ne suis pas dans dans les années 60. Oui, moi, je suis dans les années 60. Je ne suis pas dans ce parce qu'entre-temps, là où vous n'êtes pas on n'est pas d'accord par rapport au temps. Oui, et par rapport au temps aussi, mais c'est par rapport... Non, moi j'estime que le statut de la femme a évolué entre-temps. Vous voyez? Mais qu'à l'époque, vraiment, ça paraissait surréaliste. D'avoir une femme qui joue un rôle de premier plan et qui, au sein d'une communauté, toutes les femmes de la noblesse qui appartenaient à la famille du chef pouvaient jouer ce rôle-là. Ce n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas exceptionnel par rapport à cette période-là. Excusez-moi, mais je pense qu'on a suffisamment parlé du cas de la femme, etc. Je voudrais qu'on revienne un peu sur une préoccupation. Quand on parle de l'enseignement, n'est-ce pas? L'enseignement que Samba Diallo a reçu était un enseignement d'un rigorisme extraordinaire, avec sévices corporels, etc. On l'a lu, hein? Il s'est fait brûler par un tison, extrait du foyer ardent. Est-ce que cette forme d'enseignement, aujourd'hui, est d'actualité avec tous les droits que les enfants ont? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit enseigner le Coran, la parole sacrée, la parole de Dieu de cette façon-là? Est-ce que c'est encore possible? Je pense que les temps ont changé, ça il faut le dire, et puis les méthodes pédagogiques aussi ont changé. Parce que quand on lit ce roman, et c'est d'ailleurs le premier passage du roman, ce jour-là, Thierno l'avait encore battu, cependant, Samba Diallo savait son verset. Alors, et puis tout ce qui suit, on se rend compte qu'on a vraiment affaire à un homme extrêmement rigoureux, extrêmement intransigeant, violent, usant du sévice corporel pour amener son disciple il faut le dire, à mémoriser les sourates du Coran. Et il se montre impitoyable vis-à-vis de Samba Diallo, qui, il faut le dire, souffre le martyr au foyer ardent. Mais je pense que c'est important de le dire, que cette méthode-là, moi je ne suis pas contre. J'estime que cette méthode, qui malheureusement aujourd'hui, parce que vous posez cette question, ce rigorisme malheureusement n'est plus vraiment de mise, il faut le dire. Ça a beaucoup changé. Mais ça existe toujours, des daras où les sérines sont aussi intransigeants que le maître, et ça continue. Dara, expliquez. Le dara, ce sont des écoles coraniques où l'élève est censé maîtriser le Coran avant d'avoir cette majorité sur le plan de la religion qui lui permet un jour d'être lui-même maître d'autres élèves. Oui, mais jusqu'à présent, ça existe, même si il y a d'autres écoles qui ont une autre forme d'apprentissage, mais ce dara, comme l'a décrit Cheikh Hamidou Kane, il existe toujours. Aussi violent? Ah oui. Aussi violent comme un Thierno? Ça existe toujours. Parce que justement, le Thierno, il a ce charisme-là. C'est quelqu'un qui le voit d'ailleurs, qui pense qu'il est violent, mais il est de bonne foi. Et lui, il donne cet apprentissage-là, il donne cette forme d'éducation-là, comme lui, il l'a reçu. Et il sait que cette éducation a fait ses preuves. Moi, je ne suis pas contre la façon d'éduquer de Thierno.
Je ne suis pas contre. Et justement, si le sérigne, c'est-à-dire celui qui enseigne le Coran, a autant de bonne foi que Tierno, je suis partante pour ce type d'éducation-là. Innocente, je vais vous citer un passage du roman. L'oreille à peine guérie, saignait de nouveau. Oui. Alors, ça donne quand même l'image de la torture. De la torture, ça donne l'image de la torture. Avec une visée positive. Je suis d'accord. Il faut voir la visée. Ce n'est pas seulement la douleur que l'on voit. Il faut voir la visée. Et justement, le Tierno, il a eu à apprendre, lui, le Coran de cette façon. Et il ne peut transmettre que ce qu'il a appris lui-même. Et justement, il est de bonne foi. Je le redis, il est tellement de bonne foi qu'on ne peut pas être contre. Personne ne peut contester cela. Voilà. Qui voulait faire de Samba Diallo un modèle, et surtout qui voulait faire de Samba Diallo son successeur au foyer ardent. Il ne faut pas l'oublier. De ce qu'apprenait Samba Diallo, parce que c'était l'apprentissage du Coran, c'était la parole de Dieu. Bon, peut-être parce que c'était le statut, il avait aussi un statut spécial. Hein, oui, mais étant de la famille royale aussi. Oui, et en plus, c'était le plus aimé pratiquement des talibés. Voilà. Donc, il ne peut pas accepter que Samba Diallo, en prononçant la parole de Dieu, soit négligent, un tant soit peu. Parce que ça, ce n'est plus de la blague, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Et donc, c'est ce que vous disiez, quoi, il faut le comprendre. Et les sévices physiques n'ont aucune importance par rapport à la grandeur de sa mission. Grandeur, oui. Nous sommes tous à fait d'accord. Mais maintenant, c'est ce rigorisme extrême, cette extrême rigueur. Bon, maintenant, si ça continue... Il y a des écoles. Bon, moi je dis, je ne suis pas contre cette façon de faire, parce que j'ai toujours pensé que les maîtres fouettards qu'on a connus, c'est justement le fouet a fait ses preuves. Oui, ça a beaucoup changé. Oui. Je crois que ça a beaucoup changé, honnêtement. À part les daras, c'est-à-dire ces écoles traditionnelles d'enseignement du Coran, le Coran est enseigné maintenant par des maîtres qui se déplacent dans les maisons ou dans des établissements. Ça, c'est dans le contexte urbain. Et là, il n'y a pas de sévices. Il n'y a pas ces sévices-là. Les parents le savent. Quand même. Et je connais pas mal de parents qui envoient leurs enfants suivre des cours de Coran et qui reviennent à la maison. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit dans le contexte spatio-temporel. Oui. Le cadre spatio-temporel est très différent de celui de l'aventure ambiguë. Oui, je le sais. Alors, ça veut dire que c'est une réalité encore vivante dans les zones rurales. Dans les zones rurales, oui. Oui, Ousmane, on t'écoute. Oui. Non, c'est ce que je voulais dire. Je vous disais qu'il faut tenir compte de ce qu'elle a dit. C'est-à-dire qu'en ville, oui, on peut trouver, par exemple, un modèle d'enseignement relax, où, par exemple, on n'assiste pas à ça. Mais en milieu rural... Pose une question. La question, oui. Bon, moi, la question, je voulais rebondir sur la mort de Samba Diallo. Est-ce un accident ou bien un suicide? Alors, si on peut faire une interprétation, je vais dire de surface, on va lire entre les lignes pour dire que c'est un accident. Il a refusé de plier. Et de son retour d'Europe, on a ce personnage de fou qui ne le quitte plus. Et qui, à la fin, finit par le tuer parce qu'il avait refusé de plier. Il y a eu donc un malentendu, un quiproquo entre les deux personnages, et puis ça a été fatal à Samba Diallo. Ça, à mon avis, c'est une interprétation, on va dire, au premier degré. Mais maintenant, si on veut aller loin, on peut approfondir. On a comme l'impression que Samba Diallo lui-même, il n'en pouvait plus. Il était au carrefour des angoisses et des incertitudes. Parce qu'il a interrompu ses études, et n'était plus important. La Grande Royale, il avait une mission. Est-ce qu'il a pu lier le bois au bois? Est-ce qu'il allait voler ce feu-là pour venir éclairer la communauté dialobé? Et quand il rentre, c'est un échec patent. Et par rapport à cela, on peut dire que le fou, pour ainsi dire, le libère. Hein? Donc la mort ici peut apparaître comme une sorte de libération. Et à ce niveau-là, à ce niveau d'analyse, on peut dire que c'est un suicide. Et c'est comme une sorte d'une forme de libération. Il n'en pouvait plus à son retour. Il avait échoué à sa mission, soyons clairs. Il a fait des études de philosophie. Mais il aurait pu être utile à sa communauté. Il n'a pas terminé ses études. N'ayant pas terminé ses études, et étant devenu un être hybride, est-ce qu'il avait encore véritablement sa place dans ce contexte, dans cette société? Et donc, à mon avis, je suis tout à fait d'accord qu'on puisse également dire que cette mort peut s'assimiler à un suicide. Alain, la dernière question.
l'aventure ambiguë, vous l'avez senti, hein, tout le monde le sait, décrit une Afrique des interrogations. D'accord? Mais 50 ans plus tard, c'est-à-dire après les indépendances, pourquoi l'Africain donne l'impression de ne pas pouvoir se prendre en charge? La question, c'est par rapport à ce que nous constatons, malgouvernance, aide du FMI, de la Banque mondiale, etc., coup d'État, problèmes ethniques. Je ne sais pas moi, ces jeunes qui se jettent dans la Méditerranée, pourquoi? Je pense que nous, vraiment, on prendra certainement toute la soirée ou l'après-midi, toute une journée pour parler de cela, parce que c'est complexe. Et est-ce que l'Africain traîne encore les stigmates de la colonisation? Et je pense que les colons, c'est le plus grand mal. Léopold Sédar Senghor disait que la colonisation était un mal nécessaire, mais je crois qu'il avait d'abord reconnu que c'était un mal. Alors, tout part maintenant de l'image. Césaire dit la colonisation égale chosification. Il le dit dans le discours, le discours sur la colonisation, je crois. Il le dit très bien. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les colons, on a l'impression, là, je vous renvoie à un livre que vous avez certainement tous lu, enfin, les téléspectateurs, le livre de Frantz Fanon. Peau noire, masque blanc. L'homme, l'Africain, malheureusement, après plus de 50 ans, bientôt 60 ans d'indépendance, reste encore un être bourreau de complexes. Jusqu'ici, on considère l'Occident comme la vitrine, comme le paradis, comme l'Eldorado. Et justement parce que la culture occidentale est présentée comme modèle de référence, pour plusieurs raisons. Les images des médias, la dictature médiatique de l'Occident. Quelle image qu'on nous montre de l'Occident? On nous montre l'image d'un contexte où il fait bon vivre. Mais ça tombe bien de parler de ça, parce que la Belle TV, justement, cherche à montrer la vraie image de l'Afrique. Écoutez, voilà. L'Afrique n'est pas un enfer. Mais pourquoi est-ce que ces jeunes veulent partir? Ils meurent en Méditerranée. Pourquoi? Moi, je suis allé à Paris et un ami m'a dit, mais nous voici. Voilà, nous allons à Paris. Qu'est-ce qui peut plaire? Qu'est-ce qu'il y a d'aussi intéressant pour que les gens meurent en Méditerranée? Il m'a posé la question. Je lui ai dit, mais ce sont les complexes. C'est l'image qu'on nous donne. C'est la culture de l'illusion. Et je crois que tout est résumé là. La culture de l'illusion. Nous continuons toujours de considérer que c'est chez l'autre. Et pourtant, ce sont des vieilles civilisations qui ont des problèmes. On croit toujours que c'est là-bas qui fait bon vivre. Et voilà comment l'Afrique se délaisse de ses forces qui peuvent participer à son développement, à son émergence. Et les gens meurent en Méditerranée parce qu'on va de l'autre côté, c'est le prétendu Eldorado. Et malheureusement, on peut faire le constat. Et quand on va, c'est parce que sous nos latitudes aussi, ça ne va pas. Ça pose un problème de gouvernance. Ça pose un problème de transfert des technologies. Ça pose un problème de l'industrialisation. Est-ce que ces jeunes qui partent n'ont pas aussi raison de partir, d'aller tenter leur chance? Je parlais de l'aventure tout à l'heure. C'est une aventure. Et comme on dit dans l'aventure, ils estiment que, bon, ils se laissent emporter par le vent. Voilà. Moi, je pense que Une par rapport au fait qu'il y ait des problèmes, si on peut parler ainsi en Afrique, et que tout le monde a envie de partir parce qu'il n'y a pas de développement en tant que tel. Une des raisons, sinon la raison essentielle, c'est que le peuple africain, le peuple de chaque État, les peuples n'ont jamais été concernés. C'est-à-dire, ils ne sont pas sentis concernés parce que les peuples, on leur a jamais demandé leur avis. Justement, il y a toujours un groupe d'individus qui s'en vont en Occident, signent des papiers et viennent l'imposer au peuple. Par rapport à la décolonisation, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, un mouvement de masse pour demander la décolonisation, pour demander l'indépendance. Ce sont des intellectuels, 2 ou 3, qui sont allés en France se faire signer des papiers par De Gaulle, ils sont revenus. Mais le paysan qui est sous l'arbre à palme, celui qui est sous son palmier en train de boire son vin de palme, les gouvernants sont partis, les futurs chefs d'État sont partis, ils ont signé, lui, il est sous l'arbre à palme, ou bien il est sous son palmier, il boit son vin de palme. Mais il revient, il va continuer à boire son vin de palme. Est-ce qu'on lui a demandé son avis avant de partir? Justement, non. Il faudrait que le peuple soit concerné. Et s'il est concerné, il va savoir la réalité des choses, la réalité de ce qui se passe. On lui placarde des images de l'Occident, on ne lui demande pas son avis, on ne discute pas avec lui, on est là que pour demander de mettre des bulletins dans l'urne. Il n'a jamais été interpellé pour quoi que ce soit. On ne lui a jamais demandé de s'investir et de travailler.
ce sont toujours des gens, les privilégiés, qui vont régler des problèmes administratifs et qui reviennent. Mais le peuple continue à vivre comme il a toujours vécu. Jusqu'au moment où il se rend compte que ça peut être bon ailleurs et il cherche à aller ailleurs parce qu'il n'a jamais été éduqué. Là, ce cas, vous posez le problème de la conscience. Mais ce que je peux appeler la conscience nationale. Le peuple n'a jamais été éduqué à se prendre en charge. On l'a seulement utilisé pour des fins bassement politiciennes. Donc, ça veut dire c'est encore un chantier, et ça, nous en sommes tous conscients. C'est un énorme chantier, l'Afrique, mais l'essentiel, c'est de commencer à être conscient de ça, d'en parler, et justement, de s'atteler à dépasser justement toutes ces contradictions. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, vous avez suivi en même temps que nous cette analyse faite avec mes deux compagnons, avec notre invité, monsieur Alain Georges Banasoubek, avec mes deux compagnons. Merci Alain d'être venu nous montrer votre lecture, votre compréhension de l'aventure ambiguë. C'est moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul, pour l'invitation. Voilà, chers téléspectateurs, une petite pause avant de passer à la deuxième partie de notre émission. Elles étaient au nombre de 57. Seulement 14 d'entre elles ont su séduire le jury. Elles savent parler. Elles savent communiquer avec le public. Elles sont douées. Elles sont incroyables. Nous sommes des femmes et nous sommes talentueuses, oui. Mais où est votre influence? Nous avons besoin des femmes qui n'ont pas besoin de mettre une mini-jupe pour se faire entendre. Je suis désolée. Osons entreprendre parce que nous le pouvons. Nous devons être des femmes de carrière. Soyons des femmes porteuses de vision. Une femme audacieuse, c'est quoi? C'est celle qui va dire à son mari, I ain't cooking all day, I ain't your mom. Ou bien c'est elle qui va dire, bon, on pète un câble, on met le noir, on met les couleurs, on met le blanc, tout dans la machine. Allez, on fait tourner. Qu'est-ce que l'audace? Quand on me pose la question, moi je vois une femme. Peut-on dissocier l'audace de la femme? Larousse définit l'audace comme étant la capacité à prendre des risques. Et ça, c'est le quotidien d'une femme. C'est bien beau. Les mèches brésiliennes, péruviennes, j'en passe, je connais pas tous les noms. Mais disons-nous, à quand la gabonaise? À quand la togolaise? Quand mettrons-nous la sénégalaise? Est-ce qu'il y en aura un jour? Vous savez, l'émancipation de la femme, c'est un combat idéologique. Parce qu'il est question de formater tous les paradigmes institués par la société et de recréer une nouvelle vision du monde dans laquelle hommes comme femmes auraient les mêmes libertés de choix, de conviction, et j'en passe. J'ai 17 ans et demi, je suis en classe de Terminale D et j'aimerais vraiment dire à ces femmes-là qu'elles peuvent faire plus qu'elles ne le pensent. Quand on parle de femmes audacieuses, on parle de cette femme qui se dépasse, de cette femme pragmatique, cette femme forte-là, qui n'a peur de rien, qui décide de faire et fait ce qu'elle veut. Robert Mugabe, ici, soulève un problème important. La femme africaine est trop artificielle. La femme africaine est en train de perdre son identité. L'émancipation, c'est d'abord quelque chose de personnel. C'est un état d'esprit. C'est un affranchissement personnel d'abord. L'émancipation de la femme, c'est d'abord cette mère qui commence à éduquer son fils et lui dire, écoute, tu es un homme, tu seras appelé à rencontrer une femme dans ta vie. Et la première chose que tu dois donner, c'est le respect et lui donner de la valeur. L'émancipation, c'est en fait le moteur qui permet à la société de se transformer, d'évoluer. Pourquoi Oprah Winfrey peut s'exprimer devant des millions de personnes et les influencer? Et en Arabie Saoudite, les femmes ne peuvent même pas descendre dans la rue juste pour se balader, qu'elles soient majeures ou pas. Pourquoi? Lorsque je vois une femme audacieuse, je vois une femme déterminée. Je vois une femme qui ose. Je vois une femme courageuse, une femme téméraire, intrépide. Je veux mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver. Une femme qui dit « Aucun poste ne peut être seulement pour les hommes, mais je veux être aujourd'hui présidente de la République. Je vais faire mes études et je vais devenir présidente de la République. » Ce n'est pas en demeurant dans notre zone de confort que nous impacterons le monde. Femmes. Je veux d'abord poser une question aux membres du jury et à tous ceux qui sont ici présentes. Quand vous me regardez là, ne suis-je pas une femme? Ne suis-je pas une fille? Et lorsque j'enlève ça, suis-je toujours une fille? Oui, je suis toujours une femme. Nous sommes des femmes. Je refuse aujourd'hui qu'on associe les femmes à ce qu'elles ont, à leur sein et à leur partie génitale.
chers téléspectateurs, nous nous retrouvons sur le plateau avec mes compagnons et avec un invité spécial de la maison, Monsieur Charlie Tchadj. Charlie, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Paul. Voilà, c'est une occasion de mieux vous connaître parce qu'on vous voit en général 3 minutes, puis vous disparaissez. Pourquoi d'abord Charlie Tchadj? Charlie Tchadj, c'est mon nom de scène, mon nom de naissance, c'est Hans Charlie Mouniengou. Et je me suis rendu compte que la plupart des artistes qui arrivent à se positionner dans la vie ont tous deux noms. Voilà, Mike Jackson, R. Kelly, Kumba Gawlo, Youssou N'Dour. Et donc je me suis dit, il faut également que moi je puisse avoir un nom artistique. Et donc j'ai gardé le Charlie. Pourquoi? Parce que Charlie, dans son sens étymologique, est un prénom royal, ok, et donc qui vise à donner à l'individu qui le porte le sens de l'organisation. Et donc j'ai voulu rajouter un autre nom et je me suis rendu compte que de ce que Dieu m'a donné comme potentialité, c'est l'art de m'exprimer en public. Alors j'ai désormais, je vais m'appeler Tchadj. Pourquoi? Parce que Tchadj était un petit nom que les gens utilisent pour dire c'est un trop bon parleur, mais il ne dit rien d'intéressant. Et donc moi, le défi pour moi, c'est de dire, je vais me faire appeler le tchatcheur, mais pour dire des choses intéressantes avec ma façon et ma touche à moi. Voilà. Très bien. On vous connaît surtout pour, Tchadj Bien, mais à part Tchadj Bien, vous êtes également dans Power Tchadj, c'est ça? Oui, Tchadj Power. L'idée pour moi, c'est évidemment, c'est de construire tout un environnement autour de Charlie Tchadj. C'est de montrer à la face du monde que l'Afrique a des potentialités et qu'on peut créer une marque africaine autour d'un visage qui est le visage d'un jeune Africain. Et donc l'idée pour moi évidemment c'est de construire autour de la parole différents concepts tels que celui de Tchadj Bien, où à l'intérieur il faut rendre hommage à toutes ces personnalités africaines qui font bouger les lignes et qui affirment la fierté de l'unité africaine, la fierté du potentiel, la richesse culturelle de l'Afrique, mais aussi de montrer qu'à travers l'art oratoire on peut faire passer des idées. Et donc c'est tout l'enjeu de ce que nous avons eu à organiser, un concours d'art oratoire autour du concept qu'est Tchadj Power, qui a été soutenu par la Belle TV, qui se positionne véritablement comme une chaîne panafricaine qui montre à la face du monde quand nous, on va vous montrer des images que vous ne connaissez pas de l'Afrique. On va vous faire partager des visions des jeunes femmes africaines que vous ignorez et dont au quotidien vous nous montrez que le mauvais côté de la femme africaine. Donc c'est tout ça, Tchadj Power, c'est tout ça, le Tchadj Bien, et voilà. Ce sont ces émissions qui sont les nôtres. Moi, aujourd'hui, je suis particulièrement honorée, je suis flattée d'avoir Charlie Tchadj parce que c'est quelqu'un que je vois à la télévision, comme tu le dis, il vient pour 3 minutes et puis il disparaît. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour Expression de recevoir bien sûr quelqu'un de la maison, mais quelqu'un qu'on apprécie particulièrement. Moi, je suis une amoureuse du verbe, je suis une amoureuse des beaux textes, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Voilà. Et la question que je vais poser, c'est de te demander, est-ce que cet art oratoire qui est le tien, cet art du verbe, est-ce qu'il est inné ou bien est-ce que tu as reçu une formation qui te permet, une formation particulière qui te permet de t'exprimer ainsi? Ben, je ne vais pas dire que j'ai reçu une formation. Et je ne vais pas non plus dire aussi qu'il est inné. Mais je vais dire que Dieu, quand il crée l'individu, il donne à chaque être un potentiel. Et le plus important pour l'homme, c'est de découvrir son potentiel. Et donc, je pense que Dieu m'a fait grâce de pouvoir m'exprimer. Il y a cela quelques jours, j'étais à Abidjan, et puis il y a le chanteur malien Sidiki Diabaté qui devait faire une prestation. On s'est rencontrés au Tchad lors d'un événement, et un des managers de Sidiki Diabaté, il m'a vu, il m'a dit « Ah, tu es encore ici ?» J'ai dit « Oui, je suis là. » Et puis il m'a dit « Qui va annoncer Sidiki ?» Je dis « Non, c'est pas moi, c'est le grand frère. » Il dit « Non, il faut que ce soit toi, parce que toi, on dirait Dieu t'a donné l'art de la parole. » Et puis on a souri, tout ça. Mais non, je n'ai pas suivi une formation. Mais toujours est-il, le talent ne suffit pas. Quand Dieu donne un potentiel, le talent n'est que l'état brut. C'est l'élément qui te permet de connaître ta place. Au-delà du talent, il faut le parfaire, il faut l'améliorer. Tel on taille une pierre d'or ou un diamant. Et donc, comment le parfaire? Ça passe par la lecture. Et je disais en off, la science pure se trouve dans les livres. Pourquoi? Parce que ceux qui écrivent
ont fait preuve d'une sagesse et ils ont écrit. Donc, qui veut améliorer son savoir, qui veut parler en public, doit pouvoir lire. Donc, ce que moi je fais au quotidien, c'est simple. Quand j'ai de l'argent, j'achète des livres. Avant de dormir, je lis. Je mets en place une méthodologie qui est telle que je travaille à la fois ma diction, à la fois découvrir des nouveaux mots, mais aussi faire en sorte que dans la semaine, je dois au minimum épouser, sinon terminer 3 ou 5 pages d'un ouvrage. Peu importe l'ouvrage. Ça peut être un ouvrage qui porte sur la question politique, économique, culturelle. Pourquoi? Parce que parler ne se limite pas que dans un seul domaine. Okay? Il faut avoir une vue globale sur les sujets qui concernent la société. Donc non, je n'ai pas suivi de formation. Je suis étudiant, du moins j'étais étudiant au département de sociologie à l'université Omar Bongo. Je suis arrivé en licence et une fois en licence, je suis passé en master 1 et donc j'ai décidé de m'orienter au département communication. J'ai fait une semaine de cours au département de communication parce que ça m'embêtait. On écrivait du matin au soir et donc moi je voulais pas ça. Moi je voulais être en face des caméras, je voulais avoir un micro, je voulais parler et donc j'ai pas terminé l'année. Puis l'année qui suivait, avec la pression des parents, je suis reparti en master 1. Communication, et là j'ai évolué, plutôt que de faire une semaine de cours, j'ai fait 2 semaines de cours. Et donc après les 2 semaines de cours, j'ai décidé de stopper pour me lancer dans l'entrepreneuriat et parler uniquement des questions. Moi c'est ça, c'est-à-dire que comment vous faites, c'est-à-dire en très peu de temps, pour cerner les personnalités et en parler? C'est-à-dire, est-ce que c'est de l'inspiration seulement ou bien c'est de l'inspiration doublée de méthodes? Bon, je vais vous expliquer comment je fais. Quand il y a une personnalité qui me passionne et pour laquelle je dois mettre en avant son travail, par exemple comme Coumba Gawlo, je prends juste le nom, voilà, Coumba Gawlo, elle vient de quel pays? Du Sénégal. Ok, elle a fait quoi? Elle a fait ci, elle a fait ça. Quel est son domaine? Mais elle, c'est la musique. Elle est quoi? D'une famille de griots, tout ça. Donc je récupère juste ces éléments, ok, importants, qui font l'histoire du personnage. Est-ce qu'elle a eu des titres, ainsi de suite. Et quand je viens à l'émission, mon seul boulot à moi, c'est de faire comme si on jouait au Scrabble. En fait, je réunis chaque élément de tous les éléments que j'ai pu constituer et je fais un speech. Donc oui, c'est pas facile parce qu'il faut faire un tri. Présenter une personnalité, ok, en 3 minutes, ce n'est pas facile. Comme une fois, j'ai eu à présenter Bernard Ladier, qui est un grand littéraire, un monument de la culture en Afrique, et le faire en 3 minutes, pour ma part, c'est osé. Mais toujours est-il, ce n'est pas dire qu'on va tout résumer en 3 minutes, c'est donner l'essentiel pour amener les téléspectateurs et les amoureux de toutes ces personnes à aimer de façon différente ces personnages. Je peux te tutoyer? Oui, il n'y a pas de problème. Tu mets beaucoup de, beaucoup de comiques pour aborder des personnalités, des thèmes sérieux. Pourquoi tu penses que ça marche? Parce que j'ai l'impression que ça marche. Mais je pense qu'il faut donner du sourire aux gens. Moi, je dis toujours, j'aime pas être trop sérieux. Je veux donner du sourire. Pourquoi? Parce que quand les gens sourient, ou quand quelqu'un montre son sourire, il n'y a pas dans le sourire la nationalité. On ne voit pas la nationalité de l'individu. On ne voit pas son origine ethnique, on ne voit pas sa langue, ok? On ne voit que le sourire. Donc le sourire, il est homogène, le sourire ne fait aucune différence entre les individus. Et donc moi je me suis dit, s'il faut donner une information sérieuse soit-elle, il faut que je le fasse en donnant le sourire aux gens. Pour que les gens qui écoutent se disent, on va recevoir une information importante, capitale, ok? Mais en souriant. Et comme je dis toujours, je suis un marginal. Je rêve un jour voir un JT trop sérieux, mais où on donne les informations sérieusement en souriant. Je pense que c'est aussi ça la particularité de l'être humain. Et pour moi, le fait de donner ou de mettre du comique dans Tchad Bien, ce n'est pas manquer de respect à toutes ces personnalités africaines qui font la fierté du continent, qui sont en honneur pour notre continent. Le continent longtemps banni et critiqué et souvent mal présenté par l'ensemble des autres médias à travers le monde. Non, c'est simplement pour dire je suis heureux, l'Afrique est heureuse, la jeunesse africaine est heureuse à travers ce sourire que de parler de ces personnalités qui nous font honneur et qui sont pour nous un exemple et des influenceurs pour le continent. Excusez-moi, donc il vous arrive parfois de mettre en relief le côté négatif? Non. Pourquoi? Je ne souhaite pas mettre
en avant le côté négatif des personnalités. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans la société, il y a la théorie des contraires. Il y a le plus, il y a le moins. Et donc, comme je dis toujours, le plus important pour moi, ce n'est pas de montrer ce qui est négatif, c'est de montrer ce qui, au-delà du négatif de ces personnalités, a été positif. Donc, je veux qu'on retienne ce qui est positif de ces personnalités. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle du monde, dans l'ensemble des autres continents, on nous montre que ce qui est négatif de notre continent. On nous montre que ce qui est négatif de nos joueurs africains, qu'ils soient footballeurs, qu'ils soient handballeurs ou basketteurs. Alors nous, ce qu'on veut dire au sein de la Bête TV, c'est montrons ce qui est positif. On sait que chacun a des défauts, on sait que chacun a des qualités. Oui, excusez-moi, est-ce qu'en le faisant, on peut dire que vous êtes un artiste engagé? Je ne sais pas si je suis un artiste engagé, mais je pense que évidemment chaque individu doit faire preuve d'engagement. Je suis un artiste engagé, je suis un acteur engagé, je suis un jeune engagé, en ce sens que je suis d'un continent, et ce continent a longtemps été l'apanage de tout le monde sur le plan négatif. Et donc oui, je montre mon engagement pour affirmer la fierté d'être africain. Comme un monsieur milliardaire pouvait dire, je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique, j'ai eu tous mes diplômes en Afrique, je suis devenu milliardaire en Afrique, alors je suis fier d'être africain. Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, alors je peux me construire en Afrique sans pourtant être amoureux et passionné par ce qui est présenté à l'extérieur. Artiste du verbe, c'est très beau. Charles, est-ce que tu as des modèles? Parmi les gens que tu présentes, il y a des modèles, des préférences? Ce sera la dernière question. À part Nelson Mandela. Oui, j'ai un tableau de Nelson Mandela à la maison. Oui, il y a des modèles. Toutes les fiertés africaines, pour moi, sont des modèles. Et il y a quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai eu la chance un jour de côtoyer ici au Gabon lors d'un événement qu'est le New York Forum Africa, c'est M. Youssou N'Dour. Il était juste à côté, moi j'étais là, voir un artiste qui n'est qu'un chanteur. Et dans nos sociétés africaines, on dit toujours, quand tu veux faire la musique, non, la musique ne va t'apporter nulle part, la musique ne va t'apporter rien de bon. Mais voir un artiste qui a compris et qui a mis au centre du développement de sa personne la musique, devenir non seulement un musicien, mais un véritable ambassadeur de la culture africaine, puis après occuper des hauts postes de responsabilité, se construire de la sorte, pour moi c'est un honneur, c'est une fierté. Voir Kumba Gawlo, qui de par sa voix, de par son génie, devient une femme qui montre à la face du monde que l'Afrique a du potentiel. Oui, ce sont des génies, Voilà, il y a des gens qui m'influencent au niveau de l'animation en tant que présentateur, oui, et pas pour faire la part belle au PDG de la Bête TV, loin de là, mais quand on regarde le passé et le potentiel de cet homme, c'est un monument pour la jeunesse africaine que de l'avoir, et j'ai envie de dire aussi pour la jeunesse gabonaise, sénégalaise, béninoise, que d'avoir de telles personnalités. Oui, il y a des gens qui me passionnent de par l'art qu'ils ont d'utiliser les mots. C'est quoi donc vos satisfactions? C'est la dernière question. Vos satisfactions? Ben non, je ne suis pas satisfait. Parce que un monsieur ivoirien m'a dit... par exemple, Tchad Power, sur Tchad Power. Non, mais non, je ne suis pas satisfait parce que j'oublie. Dès l'instant où je franchis une étape, j'oublie que j'ai réalisé quoi que ce soit. Et un monsieur ivoirien m'a dit, tu sais ce que tu vas faire avec félicitations. Quand on te dit félicitations, je dis non, je ne connais pas. Il dit, tu prends félicitations, tu mets dans ta main comme ça, et puis tu pommes ça, tu froisses, tu balances, et puis tu piétines, tu mets derrière. Et je ne comprenais pas. Il m'a dit simplement, il faut pas tomber sur tel laurier. Une fois que tu fais un succès, il faut te remettre en cause, remettre en question pour aller de l'avant. Parce que je pense qu'on a beaucoup à donner à ce continent. Et voilà. Donc non, je ne suis pas encore satisfait. Ce n'est pas à moi de dire que je suis satisfait. C'est à ma communauté, c'est l'environnement qui m'entoure de dire qu'ils sont satisfaits. S'ils sont satisfaits par mon travail, alors je suis satisfait. Mais s'ils n'ont rien dit, je ne suis pas satisfait. Merci Charlie. Je pense que les gens vous connaissaient déjà. Mais là, vous allez faire le buzz, vous allez éclater voilà, l'applaudissement. Merci beaucoup, Charlie, pour cela. Vous allez rester avec nous. Il n'y a pas de problème. Parce que nous passons à la dernière partie de notre émission avec la rubrique de mes deux compagnons. Je commencerai par Innocente. Oui, moi aujourd'hui, Charlie, je vais parler des mutilations sexuelles. Les mutilations sexuelles liées à la tradition. Et parmi ces mutilations, celle que nous connaissons le plus, c'est la circoncision, l'excision aussi. Je crois qu'on va me dire non, la circoncision ne fait pas partie des mutilations parce qu'elle est tellement adoptée, tellement ancrée dans toutes les traditions, dans beaucoup de traditions du monde, qu'on pense que c'est un acte chirurgical normal. Mais non, pourquoi? Parce que la nature, elle est parfaite.
Est-ce que nous, les humains, nous pouvons avoir la prétention de corriger la nature? Voilà. Alors, je conçois que la circoncision est aussi une mutilation sexuelle. Maintenant, dans quel but? On en reparlera. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? On va voir. Maintenant, l'excision, tout le monde en parle, tout le monde décrit, n'est-ce pas, cet acte ignoble. Et ce qui me dérange dans cela, ce n'est pas qu'on dise que ce n'est pas bien, c'est qu'on ait attendu que les Occidentaux nous disent que ce n'est pas bien. Pendant des siècles, l'excision s'est pratiquée dans beaucoup de pays d'Afrique. Il a fallu que certaines personnes aient subi cette mutilation en Europe, que les ONG européennes s'indignent, pour qu'en Afrique, en retour, qu'on dise maintenant « Ah, ce n'est pas bien ». L'excision. Pour l'excision. Pourquoi nous n'y avons pas pensé avant? Moi, c'est ce qui me dérange. Et voilà pourquoi, justement, par rapport à toutes les mutilations, quelles qu'elles soient, surtout quand c'est une mutilation qui a un rapport avec l'assujettissement des femmes, on mutile pour mieux maîtriser la femme, on mutile pour mieux la rendre servile, on la mutile pour mieux pour qu'elle soit inférieure à l'homme, tout simplement, à celui qui est du sexe masculin. La plupart des mutilations, on me parlera de raisons esthétiques, que ce soit pour certaines scarifications, n'est-ce pas, certaines entailles. Bien sûr, on dit que c'est pour embellir, mais embellir dans le but de faire plaisir à qui? Toujours pour faire plaisir aux hommes. Charlie? Oui, donc je pense que je suis contre les mutilations, ok, mais à la fois il faut faire une différence entre la circoncision, donc chez l'homme. J'étais sûre que c'est ce que tu allais dire. J'étais sûre, mais. Et la femme. Mais pourquoi le monde, ok, essaie de défendre la femme? Parce qu'à la fois il y a des conséquences. Évidemment, quand on fait l'excision chez la femme, on enlève ce plaisir pour l'assujettir. Et donc, je pense que c'est à cause de cette perte de plaisir-là que l'humanité s'indigne. À la fois, je suis aussi d'accord avec vous quand on dit qu'on attend toujours que l'Occident se réveille sur un mal pour que l'Afrique également se réveille. C'est le même cas qui a été fait en Libye. Quand l'Occident a montré, on s'est tous levés. Mais... Donc, moi, je suis contre ça. Et je pense que nous, Africains, on doit nous-mêmes monter au créneau des difficultés auxquelles nous sommes assujettis. Donc, concernant l'excision, je ne suis pas pour, je suis contre, parce que tout individu a le droit, éventuellement, d'affirmer son plaisir, ainsi de suite, voilà. Et pour la circoncision, je ne suis pas pour ou contre, ok, mais je vais simplement dire que il faut voir les conséquences de l'acte. Est-ce que le fait de circoncier un homme enlève à cet homme le plaisir qu'il doit avoir, ok? Si c'est le cas, alors on est contre. Mais si ça n'enlève en rien, ok, je pense qu'on ne peut poser aucun problème. Mais en revanche, pour la femme, il faut laisser la femme choisir, et je suis contre. Il faut laisser la femme. Pourquoi? Parce que la femme, c'est elle qui a porté l'être dans le ventre. Okay? C'est elle qui fait 9 mois. Okay? S'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de monde. Le problème, les conséquences de l'excision, ça va au-delà du plaisir. Le plaisir, ça n'a aucune importance par rapport aux autres conséquences. Il y a des conséquences physiologiques qui empêchent à cette femme d'aller vers la maternité de façon sereine. On a vu des femmes qui ont eu à subir l'excision, qui ont eu des conséquences désastreuses. Il y en a même qui ont perdu la vie à cause de l'excision. Et ça, il faut le dire. Et ça, il faut le montrer. Et qui doit montrer, ce sont les médias africains. C'est encore le problème. Pourquoi? Parce que la plupart des documentaires qui évoquent la question sont des documentaires qui sont présents sur des médias extérieurs. Okay. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de chape de béton ou un silence? Parce que très souvent, on donne l'impression que ces mutilations-là ont comme base les religions, l'islam, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas cette confusion-là qui est faite? Parce que moi, j'ai l'impression que l'excision est antérieure à l'islam. C'est une tradition purement africaine, non, entre autres. Ça n'a rien à voir avec la religion. Même si la religion a cautionné, puisqu'il y a eu des raisons en rapport avec l'hygiène corporelle. Moi, je pense que oui. Mais même par rapport à l'hygiène, en ce qui concerne les hommes, ce n'est pas un argument pertinent pour moi. Je pense que par rapport à la religion musulmane, ne cautionne pas ça, parce que c'est écrit nulle part qu'on doit mutiler les femmes. Non, c'est écrit. Peut-être ce que vous pouviez, comme vous l'avez dit, peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, en guise je sais pas, de prévision, ou bien en guise, par exemple, de sensibilisation.
Mais parce que l'islam évolue sur la base du Coran, mais il n'est écrit nulle part qu'on doit exciser les femmes. C'est très clair d'avoir Clair fait de la ce lumière côté-là. là-dessus. Oui, moi, C'est une mauvaise interprétation. C'est une mauvaise interprétation. il n'y a pas de conséquences désastreuses par rapport à la circoncision. Mais pour l'excision, oui. La circoncision, c'est toujours cette façon. Une des raisons, une des raisons, c'est de faire de telle sorte que le garçon, l'homme du sexe masculin soit moins sensible. Moins sensible et moins sensible, au final, plus performant. Voilà. Et c'est toujours dans le but d'être dominateur par rapport à la sexualité en ce qui concerne la femme. Si en même temps, et la femme est excisée et l'homme est circoncis, la femme est de plus en plus et davantage dominée. Ça, c'est clair. Le débat est ouvert. Il faudra qu'on passe. On va passer à la chronique de Ousmane pour finir la troisième partie. Ouais, moi, je vais parler. Ma chronique va tourner autour du thème des talibés aux enfants de la rue. Bon, d'abord expliquer, ça veut dire quoi un talibé, ou bien les talibés, c'est des jeunes musulmans que leurs parents, musulmans également, confient à un marabout pour qu'il leur apprenne le Coran. Un guide spirituel. Oui, évidemment un guide spirituel. Au-delà de ça également, on inculque aux talibés des valeurs relatives à la religion musulmane. Donc on va citer quelques-uns, par exemple l'humilité, la solidarité, le goût, le sens de l'effort, le goût, l'amour du travail. C'est vrai, on le verra. Maintenant, le marabout, c'est quoi? Parce que certains font la confusion entre le charlatan et le marabout. Le marabout, c'est d'abord un musulman qui maîtrise le Coran et qui l'enseigne à des adultes ou bien à des jeunes, en tout cas à des gens qui sont ignorants dans le domaine de l'islam. Bon, les talibés, quelles sont les activités en général? L'activité principale du talibé, c'est ça, c'est-à-dire apprendre le Coran, apprendre à maîtriser le Coran. Mais au-delà, par exemple, si vous allez en milieu rural, le champ, par exemple, du guide spirituel, du marabout, il est cultivé par les talibés. Mais ce qu'on vise, c'est aussi, en le faisant travailler, c'est qu'il ait le goût du travail, c'est qu'il ait l'amour du travail. On le fait travailler pour ça. Ce n'est pas pour l'exploiter comme on va le voir par ailleurs. Bon, il y a également l'autre facette, l'autre aspect plutôt, c'est l'aumône, la demande d'aumône. Là aussi, il y a beaucoup de confusion parce que autant, en tout cas surtout en milieu rural, on envoyait le talibé faire l'aumône, mais ça consistait à demander de la nourriture. La nourriture, et quand vous avez fait le plein, vous rentrez. Hein. Bon, maintenant, il peut arriver que quelqu'un vous donne des habits ou bien vous donne de l'argent. Vous ne demandez pas, mais si on vous donne de l'argent ou bien des habits, vous prenez. Donc, une fois rentré maintenant, ils mangeaient collectivement. C'est-à-dire que donc là aussi, c'est le sens du partage, de la solidarité. Et en général, même dans le roman que nous avons, on disait que les talibés habillaient un haillon, allaient de maison en maison. Donc, vous allez habiller un haillon. Tout ça, c'est pour cultiver le sens de l'humilité. Parce qu'il y en a qui viennent au Dara, c'est-à-dire que, oui, mais de familles issues de familles très aisées. Par exemple, dans le roman de Cheikh Hamidou Kane, Samba Diallo, on le sait, c'est pas quelqu'un démuni. Ses parents n'étaient pas démunis. Et pourtant, on l'a envoyé là-bas. Il vivait dans les mêmes conditions que les autres, des conditions difficiles. Mais c'était pour la formation de l'homme musulman ultérieurement. Maintenant, qu'est-ce que ça a donné? Maintenant, qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce que c'est devenu? Oui. Bon. Ces valeurs dont vous parlez là, est-ce que ces valeurs-là, on les trouve encore? Parce que vous avez parlé des talibés aux enfants de la rue. Oui. Non, c'est parce qu'il y a maintenant ce qui est arrivé avec l'évolution de la société, avec le développement des grandes villes, c'est que certains qui n'avaient rien à voir avec la religion se sont engouffrés dans la brèche. C'est-à-dire, ils n'avaient rien à voir avec la religion. Simplement, ce qui les intéressait, c'était d'exploiter les enfants, de les utiliser. Qu'est-ce qu'ils font, par exemple? Là, je vais le dire. Hein. Pour le cas du Sénégal, beaucoup de ces talibés-là, ils viennent des pays limitrophes. Une bonne partie, en tout cas. Ce n'est pas seulement des Sénégalais, mais une bonne partie. La preuve, quand l'État a essayé de faire du nettoyage... Organiser une rafle, oui, il y a quelques justement, semaines. On s'est rendu compte qu'une bonne partie n'était pas sénégalaise. Mais c'était en tout cas, ça venait, je ne veux pas citer des pays, mais ça venait de certains pays limitrophes. Donc, il y a des gens, ils sont engouffrés dans la brèche et ils étaient mal intentionnés. Qu'est-ce qu'ils font?
Ils regroupent des enfants et ils les font travailler. C'est-à-dire qu'ils te fixent un montant et qu'à la fin de la journée, tu dois revenir avec ce montant-là. Maintenant, ce qui fait que les talibés sont exposés. Parce que tu as peur, si tu n'as pas le montant demandé, de rentrer à la maison et vous trouvez des enfants qui passent la nuit dans la rue. Vous les retrouvez partout en train de déambuler. Et c'est à voir, mais vous posez la question, mais quand est-ce qu'ils apprennent le Coran? Parce qu'ils sont tout le temps dans la rue. Ils deviennent même des pickpockets parce qu'ils sont obligés de réunir la somme qu'on leur demande de ramener le soir. Voilà, mais justement, c'est ça. Des marabouts qui, eux, sont censés être des garants de la divinité, de la religion et donc de Dieu. En fait, ils se disent des marabouts, scandaleux. Mais en fait, ils sont guidés par d'autres intérêts, quoi, qui n'ont rien à voir avec la religion. Ousmane, moi j'ai un souci. Moi, j'ai l'impression que dans ce comportement alarmiste des Sénégalais, etc., moi, sincèrement, je trouve qu'il y a un peu d'hypocrisie, pour ne pas dire beaucoup. Parce que, Ousmane, moi j'étais petit, on parlait des talibés. Après, j'ai eu 25 ans, on a parlé des talibés. J'ai eu 50 ans, je ne vais pas dire aux gens quel est mon âge aujourd'hui, mais il y a encore des talibés, des enfants de la rue, je veux dire. Est-ce qu'il y a véritablement une volonté de régler ce problème-là, par exemple, au Sénégal? Moi, c'est la question que je me pose. Des gens parlent à la télé. Et puis les enfants de la rue, ça n'existait pas dans la tradition. Je pense que c'est une création de la civilisation urbaine. Mais justement, c'est pourquoi quand j'ai parlé de développement des grandes villes, avec l'évolution de la société, parce qu'autant c'était vraiment encadré. C'était noble, quoi. C'était positif. L'objectif, c'était de former un homme musulman, c'est-à-dire avec toutes les valeurs y afférentes, quoi. C'est-à-dire donc la foi, la solidarité, le sens du partage, le sens du pardon et puis l'amour pour le travail. En fait, c'était ça. Au-delà de ce que vous apprenez, il y a ça. Mais maintenant, avec cette nouvelle vague-là, qui n'a rien à voir avec la religion et qui maintenant exploite les enfants. Bon, maintenant, Charlie, il veut dire quelque chose. Les solutions peut-être, c'est ça. Bon, l'État a essayé. Bon, maintenant, ils disent qu'ils vont encore revenir à la charge, à essayer donc de récupérer ces enfants, de sanctionner les soi-disant marabouts. Mais jusqu'à présent, on se rend compte que ça a la tête dure parce que c'est encore présent. Si vous allez à Dakar, c'est encore présent. Mais sinon, même en plein milieu urbain, mais il y a quand même des daras authentiques, avec des marabouts qui ne sont pas guidés par l'argent ou bien l'intérêt. Qui vraiment, leur objectif, c'est d'enseigner le Coran et de contribuer, si vous voulez, à raffermir la foi de ces jeunes-là. Merci, on a déjà dépassé le temps. Charlie. Oui, non, mais moi je voulais simplement dire, il y a un problème, il y a un phénomène social qui est là, il faut le régler. Et donc le gouvernement doit évidemment prendre ses responsabilités, mais pour prendre ses responsabilités, il faut mettre devant la scène les leaders religieux. Pourquoi? Parce que ce sont ces leaders religieux qui sont à l'origine de ce phénomène. Et donc les leaders religieux conscients du poids qu'ils représentent dans la société, doivent normalement mettre tout en œuvre pour que ces enfants qui en ce moment se baladent dans la rue, mais c'est un problème d'éducation aussi. Et donc si le leader religieux n'arrive plus à montrer le chemin à une jeunesse qui se perd pour dire voici le chemin de l'éducation, on se pose les questions sur la présence de la religion et sur l'impact de Dieu dans la vie des hommes. Merci beaucoup Charlie. Chers téléspectateurs, merci d'être restés fidèles à Expression. Vous l'avez suivi et nous avons commencé par décoder l'aventure ambiguë de Cheikh Ahmadou Kane avec notre collègue et ami Alain Banassoubek. Puis nous avons reçu Charlie, qui nous a parlé de son travail. Et nous avons terminé par les chroniques de mes deux compagnons. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être restés fidèles à Label TV et à Expression. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines. Merci beaucoup. Dans 15 jours probablement. Au revoir. Bonne soirée.